Il est 8h30 précisément sur LCI. Merci d'être avec nous. On accueille sur ce plateau notre invité ce vendredi, le professeur André Grimaldi. Merci d'être avec nous, professeur émérite de médecine à la Pitié-Salpêtrière. Et puis on est avec Renaud Pilat du service politique d'LCI. Je voulais bien sûr qu'on fasse un point sur la situation épidémique qui fait l'actualité avec ces chiffres qui ne cessent de se dégrader de jour en jour. On a clairement passé la barre là, des 20 000 cas de contamination chaque jour. On en est à 22 000 là, ces dernières 24 heures. Comment vous qualifieriez la situation là, telle qu'elle est ? On est dans une situation de flambée épidémique avec une rapidité supérieure à ce qu'on a connu antérieurement. Pour le moment, sans augmentation des hospitalisations et des hospitalisations en réanimation, qui est le vrai sujet. Mais les choses peuvent changer très rapidement. Si ça continue, ça sera le cas aussi pour l'hospitalisation, aussi pour la réanimation. Donc il y a une course de vitesse, quoi. Bon, on a l'outil, on a le vaccin, on a une course de vitesse comme on n'a jamais eu jusqu'à présent. Ça, c'est inévitable. On va forcément vers une hausse des hospitalisations, même si la majorité des Français est vaccinée. Je crois qu'on va avoir une augmentation parce que la vaccination demande un délai d'efficacité. Donc là, le virus va trop vite. Le problème, c'est les formes graves. Est-ce qu'on va pouvoir tenir ? Alors, a priori, on l'espère, si tout le monde se vaccine et si on respecte les gestes barrières. C'est-à-dire, il ne faut pas dire la vaccination, c'est miracle et après on fait ce qu'on veut. Il faut quand même respecter les gestes barrières avec la vaccination. Et là, on les a trop oubliés ? Ah, je pense. Est-ce que le conseil scientifique, professeur, a quelque part sous-estimé mi-juin ou fin juin la contagiosité de ce variant Delta ? On a l'impression que qu'une fois de plus, les autorités sanitaires, tout le monde est un peu pris de court. Oui, je dirais pas ça, parce qu'ils ont très, très vite dit qu'il y aura une 4e vague. Alors, dans l'importance, là où vous avez raison, c'est qu'il y a une sorte d'incertitude quand même pour tout le monde. Il faut le reconnaître. Donc, depuis le début, il y a une sorte d'incertitude. Au tout début, même le conseil scientifique a dit des grosses erreurs sur le masque. Bon, globalement, je trouve que le conseil scientifique, ses avis ont été plutôt bien vus. Et il finit par avoir raison au bout du compte. Oui, mais effectivement, et puis les politiques, à chaque fois, ont plutôt retardé. Sur chaque décision, on a eu 3-4 semaines de retard. Parce que ce variant Delta, ça fait longtemps qu'on dit qu'il est très contagieux. On a l'impression qu'on s'en rend compte vraiment que maintenant. On a eu l'impression aussi que l'Inde avait sous-estimé, qu'ils avaient moins vacciné. Enfin, puis on a un problème en France. C'est quand même, on se trouve toujours meilleur que les autres. On a une espèce d'autosatisfaction. Rappelez-vous, depuis le début, on a regardé l'Italie et on a dit, nous, on a un système de santé qui n'est pas comparable. Bon, on continue à... Alors, la modestie est bienvenue. Je crois qu'elle est arrivée maintenant. Oui, ça y est. Là, ça y est, au bout de 14 mois, on commence à comprendre. On commence à dire que soyons modestes. Et puis, ne parlons pas de dictature sanitaire. Il n'y a jamais eu de dictature sanitaire en France. Il y a eu des différences entre les pays, entre la France, l'Allemagne, le Portugal, et qui ont réagi très différemment, alors qu'on est dans le même territoire et que le virus ne connaît pas les frontières. Donc, il faudra qu'il y ait ce débat après. Est-ce qu'on peut avoir une stratégie européenne ou pas quand arrivent des catastrophes sanitaires de ce type. En attendant, avant de parler de la stratégie européenne, la stratégie en France, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de décision depuis Paris d'instaurer des mesures territoriales. En revanche, chaque commune commence à mettre en place des restrictions. Alors, les dernières en date, là, c'est 58 communes dans le Var qui ont décidé de mettre en place des masques obligatoires, même en extérieur. C'est le retour du masque en extérieur. Quel est votre regard là-dessus ? C'est une bonne chose de remettre en place le masque à l'extérieur ? Écoutez, une stratégie territoriale, c'est une bonne chose si on est capable de l'appliquer. Rappelez-vous, sortie du premier confinement, on invente les zones vertes et les zones rouges. Quelle est la fonction ? C'est logique. L'ouest de la France, à l'époque, n'avait pas vu arriver la catastrophe, or on l'avait soumis au confinement comme Paris. Bon. Donc on dit il faut différencier. Là, c'est le littoral. Là, voilà, là c'est l'inverse. Non. Donc il faut différencier. Oui, mais l'idée est que les zones rouges n'aillent pas contaminer les zones vertes. Donc ça suppose de bloquer la circulation. Or là, la circulation de la population, ça c'est infaisable. Donc tout le monde circule pour les vacances. Tout le monde... Donc très vite, ce qui va se passer, c'est que tant qu'on n'est pas débordé, on va dire on va s'adapter, et puis tout d'un coup, il faudra dire non, respecter partout les gestes barrières. Alors pas quand vous êtes seul en forêt, en campagne, c'est idiot de porter le masque, mais dès que vous serez dans des zones de proximité, il faudra porter le masque. Donc ça veut dire quoi, que c'est le grand retour du masque à l'extérieur pour tout le monde en fait. C'est un avant-goût là de moi, je chose pense qui va se généraliser selon vous. Je pense que si ça continue à doubler
toutes les semaines ou tous les 5 jours, on ira vers ça. Parce que tant qu'on est dans un sentiment que l'hôpital tient, tu vois, on va dire, bon, bah, il faut prendre des précautions, des mesures d'endiguement, comme on dit, localisées. Alors, la Corse du Nord, pas la Corse du Sud. Oui, d'accord, mais enfin... On voit bon. que ça va très vite. En Ouais, gros, voilà. vous êtes en train de nous dire que vous seriez favorable au retour du masque en extérieur pour toute la France, pour tout le territoire. Et juste pour que les gens qui nous regardent qu'on comprenne, est-ce que c'est parce que c'est très utile en extérieur pour se protéger du virus et protéger les autres, ou alors c'est comme un signal pour toute la population que oui, de nouveau, il y a une épidémie forte et c'est en quelque sorte symbolique pour qu'on fasse attention? Alors, quand vous dites vous êtes pour, alors, je vais être quand même prudent. Hein. Moi, ma formation, c'est diabétologue. Je ne suis pas virologue. Non. Je ne suis pas épidémiologiste. Donc là, je vais vous dire, raisonnons avec bon sens, comme un médecin. Oui. Mais bon, je ne me dis pas, voilà la vérité. Non, mais bon, hein, pour le bon sens, voilà. Soyons modestes. On irait vers ça. Mais la contamination, on sait que les aérosols jouent un rôle majeur. Et donc ça, c'est dans un intérieur non ventilé. Mais il y a tous les postillons. Oui. Bon, alors... En terrasse, partout. Voilà. Et plus le virus est contagieux, plus on peut se contaminer à l'extérieur. Bon, donc alors voilà. justement... Donc l'idée, c'est vous êtes dans des lieux où il y a du monde, même à l'extérieur. Bon, mais voilà. Mais vous êtes à la plage en plein soleil, ben, vous ne porterez pas le masque, mais il y a une distanciation. Hein, pas les uns contre les autres. Même si c'est dur à accepter quand même quand on est doublement vacciné, de devoir remettre le masque, c'est dur psychologiquement à accepter quand on est doublement vacciné, de se dire il faut reporter ce masque, c'est un retour en arrière. On est beaucoup à avoir ce sentiment-là. Vous avez raison, c'est-à-dire aussi il faut le faire intelligemment. Hein. Quand vous êtes seul dans une rue où il n'y a personne, c'est pas forcé de porter le masque. Alors, mais moi j'ai été dans un concert il n'y a pas si longtemps, il y avait le pass sanitaire déjà et le masque. Ouais, bon, mais du coup, toutes les places étaient occupées. Il n'y avait pas une place sur 2, une place sur 3. Ouais. Et puis, à un moment donné, à l'entracte, vous baissez votre masque. Quelqu'un gentiment vient vous dire, il faudrait remettre votre masque. Bon, il ne faut pas rentrer dans une ambiance totalitaire. Les bonnes pratiques. Voilà. Mais néanmoins, il y a besoin de maintenir des mesures barrières en plus de la vaccination. Alors, la vaccination, quelque part, c'est la mesure barrière la plus efficace de très loin. Alors utilisons-la. Et le jour où, effectivement, on a atteint 85% de la population, alors... on dira le virus circule plus, on arrête geste barrière. Alors on va revenir bien sûr sur le sujet de la vaccination qui est au cœur de cette épidémie, mais juste avant, je voulais qu'on revienne avec vous, Benjamin Cruard, sur cette affirmation du président du Conseil scientifique. C'était hier, il parle des infections justement à l'extérieur, on l'écoute. Clairement, on peut s'infecter avec ce virus à l'extérieur. Hein. C'est-à-dire qu'il faut reprendre des mesures de précaution. Voilà, on peut clairement s'infecter à l'extérieur, dit Jean-François Delfrécy. Vous avez vérifié cette information, Benjamin? Alors, c'est difficile de trouver des études, mais il y a un pays qui communique beaucoup ces dernières semaines sur le risque de contamination avec le variant Delta en extérieur, c'est l'Australie. Avec quelques cas concrets, je vous en montre un d'abord. Le sport, un match de rugby, ça nous concerne un peu, c'était France-Australie, c'était le 13 juillet, à mi-parc, on est à Melbourne, vous voyez que derrière le stade est plein. Les contact traceur, enfin, le tracing a fait état de 5 cas reliés à ce match. Et quand vous écoutez les autorités sanitaires, il n'y a aucun doute, ça s'est joué en extérieur. On écoute. On a des personnes qui n'étaient pas assises côte à côte et il n'y a aucune preuve qu'ils se soient trouvés dans un autre endroit ensemble. Nous pensons que c'est arrivé au stade, en extérieur. Il y a bien moins de risques, mais cela se produit. Bon, la question, c'est où en extérieur en fait. Je vais vous montrer l'image. Ils estiment que ça s'est joué dans les files d'attente, juste avant le coup d'envoi. Vous voyez les images. Voilà. Pour le médecin en chef qu'on vient d'entendre, ça s'est joué ici et qu'avec le variant Delta, vous voyez que tout le monde ne porte pas le masque. Ouais, ça paraît pas très surprenant finalement. Il y a pu avoir des contaminations. Ouais. Là, typiquement, port du masque, oui. Ouais, là, typiquement, port du masque. Une réaction là-dessus, ça vous semble assez évident Oui. Oui, il me semble. Parce qu'on a vu par exemple à l'Euro à Wembley, l'Euro de foot, c'était pas du tout. Il y avait le variant Delta au Royaume-Uni et il n'y a pas eu du tout ce genre de pratique. Oui, je pense qu'il y a une idée fausse qui est de croire la vaccination c'est 100%, c'est l'arme absolue. Il n'y a pas d'arme absolue, même la vaccination, 90% ou 95%, c'est pas 100%. Bon, ça diminue fortement la contagiosité. La vaccination diminue par 12 la contagiosité, mais c'est pas zéro. Donc tout ça oblige à monter avec des exigences
et de vaccination et de mesures barrières. Et donc, si je vous suis là, le décret qui dit qu'on peut enlever le masque dans les endroits où le pass sanitaire est exigé, ça c'est une imprudence pour vous? C'est un peu une logique de carotte et bâton. Je trouve qu'il n'est pas très, très bien. Alors on accroît le bâton, on parle de licenciement, et puis on accroît la carotte. Par contre, si vous êtes vacciné, alors là, vous pouvez retrouver la vie, etc. Bon, les Français comprennent, doivent comprendre. Je suis d'accord pour une position de fermeté, mais il ne faut pas abuser de la carotte et du bâton. Pas le tout ou rien. Quoi, voilà, bon, vous avez la vaccination, c'est très très bien, c'est indispensable. Bon, ça n'empêche pas, parce que vous ne serez pas d'ailleurs immunisé tout de suite. Et puis vous pouvez quand même être contaminé quand vous allez voir quelqu'un qui est fragile ou autre. Donc, même vacciné. Mais oui. Alors justement, je voulais revenir sur ce qu'a dit Jean Castex. Ça a prêté un peu à confusion. Le Premier ministre, il y a 2 jours, a dit les personnes cas contact et doublement vaccinées n'auront plus besoin de s'isoler. On a du mal à le comprendre. Il se trompe là, le Premier ministre? Je trouve que bon, pour le moment, prudence. Hein. Il y a un côté, on veut tellement pousser à la vaccination que d'un côté, on dit carotte, si vous êtes vacciné, vous pouvez tout faire. Non, vous êtes vacciné, c'est une grande protection. Vous n'irez pas en réanimation. Bon, c'est déjà une belle garantie. C'est quand même la chose la plus importante. Bon, mais ça n'empêche pas que vous devez protéger les autres, continuer à protéger les autres. Mais en même temps, est-ce que le gouvernement, effectivement, ne joue pas cette stratégie de la carotte et du bâton parce qu'il a affaire à une population, nous les Français, qui sommes parmi les plus réticents au monde à la vaccination? Comment vous, professeur, vous expliquez cette réticence chez les plus de 80 ans encore, chez les plus de 60 ans, on a encore des millions de Français non vaccinés, on a ces manifestations, on a ces violences. Comment vous expliquez ça? On est le pays de Pasteur, pourtant. Oui, alors, ça vient de très loin. La France a construit un système de soins et pas un système de santé. C'est-à-dire que vous êtes malade, on vous soigne. Mais maintenir la population en bonne santé, la maintenir en bonne santé, par la prévention, par la lutte contre la pollution, et ça... On est mauvais sur la prévention. On est très mauvais. On est très mauvais. Et on est très mauvais sur la vaccination depuis très longtemps. Ouais. On a chaque année entre 5 000 et 10 000 morts dus à la grippe, notamment dans les EHPAD, notamment transmis par le personnel qui y travaille. Or, on n'a jamais rendu la vaccination de la grippe obligatoire. Hein. À la séance publique, on portait le badge « Je suis vacciné contre la grippe » pour essayer... Enfin, que des soignants transmettent la grippe à des malades, c'est quand même... Or, on a reculé sur l'obligation. Alors justement, vous pensez quoi de ces soignants qui ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus? Je pense qu'ils appartiennent, ils sont des Français. Donc, ils sont ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a ce recul sur la vaccination en France. Mais c'est un recul de la rationalité. C'est un recul de la rationalité. Complètement. Comment vous expliquez? Vous êtes un scientifique. Comment vous expliquez que des gens se créent une sorte de monde parallèle, de monde à part? On est en dictature. On nous met un poison. Comment vous l'expliquez? Ça c'est une minorité d'anti-vax militants. Mais par contre, il y a ensuite tous les hésitants. Tous les peut-être. Il y a le côté, chez les soignants, il peut y avoir y compris en fait de la vulnérabilité. Parce que quand vous êtes soignant, vous imaginez pas que vous pourriez être de l'autre côté de la barrière. Bon, et ça fait partie de la manière de pouvoir gérer votre métier en sécurité. Bon, mais enfin, plus généralement, il y a une défiance maintenant généralisée. Alors cette défiance, elle n'a pas que des raisons irrationnelles. Pensez à Mediator, scandale sanitaire. L'Académie de médecine n'a pas rompu ses liens avec Servier quand il y a eu Mediator. L'Académie de pharmacie non plus. Ils ont dit la justice fait son travail, point. Du coup, la parole même des médecins est devenue douteuse. L'affaire des masques a été dramatique. Parce qu'on ne nous a pas dit on n'en a pas. Ça, on pouvait comprendre. On a dit qu'il n'y en avait pas besoin. On a dit non seulement pas besoin, mais je me rappelle que la porte-parole a dit c'est même dangereux. Donc ça permet aux antivax de recruter. Donc ça crée une défiance. Alors sur cette base de défiance, sur cette tradition de non-prévention en France. En France, on dépense 6% du budget de la santé pour la prévention. Tout le monde dit qu'il faudrait au moins 10%. Bon. Donc on part de très loin. On a une défiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Oui. Il est évident que si c'était un bien public mondial, et comme l'AstraZeneca d'ailleurs, sans bénéfice, ça crée un climat. Mais il y a plein de gens qui disent, en fait, ils veulent le vaccin pour gagner de l'argent. Mais donc, vous êtes pour l'obligation vaccinale des soignants qui a été adoptée? Oui, vous êtes pour. Sous peine de licenciement d'ici le 15 septembre. Voilà, sous peine de licenciement, tout de suite, l'affaire peut monter très haut. Mais
l'obligation, oui, pour une raison éthique. Vous allez à l'hôpital, pour une raison médicale, diabète ou autre, vous ne pouvez pas y attraper le Covid. Bon. C'est pas pareil d'attraper le Covid dans un grand magasin, où quand vous êtes à l'hôpital, en position de faiblesse, vous faites confiance, vous confiez votre santé à des soignants, et vous imaginez que l'un pourrait vous transmettre la maladie. Ça, c'est pas acceptable. Professeur, vous dites on monte trop. Vous trouvez que le gouvernement, là, comme il y a eu un peu de retard, va trop loin au forceps, licenciement de personnel qui ne sont pas vaccinés, vous trouvez qu'on va trop loin là? Non, dans le mot, dire d'emblée licenciement, c'est-à-dire d'abord, il y aura une discussion. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation? Est-ce que vous voulez changer d'affectation? Étant entendu que cette position sur l'obligation vaccinale pour les soignants, elle s'applique à tous les soignants, publics, privés, libéraux, à l'hopital. Mais je parle aussi de tous les salariés qui s'inquiètent, les salariés. Alors à ce moment-là, si on en est à l'idée de licenciement de salariés... Ça a été voté cette nuit. Alors, on ne va pas demander à un restaurateur de licencier son personnel, ou un chef d'entreprise son personnel. Alors à ce moment-là, l'État doit assurer l'obligation généralisée. Et c'est lui qui assumera, comme le port de la ceinture... de sécurité. De sécurité, avec des amendes, avec des... Bon, et puis à l'extrême, des personnes qui disent nous, on ne fait pas partie de cette société. Bon, parce que faire société, c'est avoir des liens communs, qui est ma liberté est une chose, mais je n'ai pas de liberté à coller le virus à celui qui est en face de moi. Et d'autant plus que c'est quelqu'un de malade à l'hôpital. Donc le pass sanitaire pour les visiteurs à l'hôpital, mais ça va de soi. Les centres de santé, les EHPAD doivent être des centres sanctuarisés. On a le vaccin. Bon, donc il faut l'utiliser. Et ça, pourtant, ça a été rejeté, cette nuit à l'Assemblée nationale. Puis accepté. À juste titre. On ne peut pas demander aux soignants l'obligation vaccinale, mais dire les visiteurs, eux, peuvent amener le virus comme ils veulent. La rentrée va arriver très vite, la rentrée scolaire. Le Haut Conseil de la Santé publique recommandait le pass sanitaire à l'école à la rentrée. Ça, c'est non. Finalement, ce ne sera pas mis en place. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que là encore, les jeunes, les ados sont vecteurs de transmission? Oui, on aura ça quand même. Vous ne croyez pas qu'on va avoir 100%. Il n'y aura aucun pays qui aura 100%. Il y aura quand même des gens. Le problème, c'est qu'on arrive à 85%. Et dire que des enfants n'ont pas accès à l'école, alors là, il y a un choix de devoir. Oui. Le devoir de l'accès à l'école obligatoire, est un problème majeur et qui passe avant notre considération. Parce que après, vous allez... ça va créer d'autres problèmes. Vous allez créer des problèmes majeurs dans le pays. Donc non, les enfants ont accès à l'école. On ne leur oblige pas. Alors par contre, on leur explique le pourquoi. Voilà, lieu de pédagogie, l'école, lieu de pédagogie. Et ils peuvent être vaccinés à l'école. Et là, ça renvoie à un autre sujet de pourquoi nous n'avons pas construit un système de santé. La médecine scolaire est dramatiquement faible. La médecine du travail est dramatiquement faible. Tout ça on en rejoint ce que vous dites. Pas de politique de santé, ce qu'on appelle la santé publique, contrairement aux anglo-saxons, aux pays du Nord. Mais on me dit, les étudiants en médecine, aucun ne veut faire ça depuis des années. C'est une spécialité qui a été rejetée. Les meilleurs vont tous dans les établissements. Par contre, la santé publique, non, ça ne m'intéresse pas. On en paye aujourd'hui le prix, c'est ça? Il ne faut pas jeter le propre sur les étudiants, mais vous avez raison. Pour deux raisons. La santé publique, c'est donc une politique qui s'intéresse aux populations, pas à des individus. La médecine libérale, tradition en France, culturellement, il voit la main de l'État. Donc déteste la santé publique, pour des raisons idéologiques. Et à l'hôpital, c'est regardé d'un peu haut. C'est-à-dire par rapport aux disciplines phares de la biologie, ou avant la prestigieuse de la chirurgie, vous imaginez, la première de la greffe cardiaque, le gars qui s'occupe de santé publique. Alors, cette crise montre bien nos faiblesses, y compris la création d'un conseil scientifique par le président de la République, alors qu'on a des instances. On a un haut comité de la santé publique qui aurait dû créer un comité ad hoc. Donc, oui, la santé publique, de même que pour les maladies chroniques. Il y a beaucoup à faire. Nous ne sommes pas bons pour les maladies chroniques. En gros, nous sommes bons pour les maladies aiguës, bénignes ou graves, où là, notre système reste performant. Un dernier mot quand même, justement, sur le président de ce conseil scientifique. Il l'a dit hier, il prévoit une situation très complexe d'ici la fin août concernant les hospitalisations. Est-ce que ça veut dire que même si là, on est en train de mettre les bouchées doubles sur la vaccination, c'est trop tard, on a perdu trop de temps, et forcément, on va vers un engrangement des services d'urgence comme il y a quelques mois? Je sais pas, les pronostics ont toujours été déjoués. La logique de la prudence, c'est dire ça. Et je crois que c'est pour ça qu'on a un conseil scientifique. Alors après, on dira, il a été encore alarmiste. Je crois que être alarmiste dans cette situation, c'est assez logique. C'est pas fameux le chiffre. Après, faut tout prendre en considération, mais il faut sonner l'alarme, oui. Et le moral des soignants, prêt à affronter Non, alors, le moral des soignants, il ne tient pas à ça. Le moral des soignants, alors, il y a eu...
un épisode qui a été un peu trompeur, qui est la première vague. C'est-à-dire, tout d'un coup, alors qu'on était démunis, les soignants retrouvent le sens profond de leur métier et montent au front, avec même, je dirais, un certain plaisir. L'applaudissement de la population derrière, bon, les valeurs qui dépassent tout le monde, enfin, on refait société. Et puis après, on rentre dans la guerre de tranchées. Et là, on retrouve l'état de l'hôpital d'avant, qui a été très abîmé par plus de 10 ans de politique, à la fois de restrictions et de logique folle, c'est-à-dire de logique marchande dans l'hôpital. Merci beaucoup, professeur, d'être venu répondre à nos questions et à nos interrogations sur LCI.